Bonjour à tous, comme chaque dimanche 18 h, bienvenue pour une nouvelle analyse de diète. Et aujourd'hui, on va analyser la diète d'une influenceuse fitness coach qui s'appelle Amandine Léger. On y va, let's go! Avant toute chose, petit disclaimer. Je sais que comme d'habitude, certains vont mettre dans les commentaires « Il ne connaît personne parce que je ne connaissais pas Amandine Léger ». Pour vous resituer, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon métier, c'est avant tout le coaching, d'aider les gens, de répondre 7 jours sur 7 sur WhatsApp, de faire les programmes diététiques, les programmes d'entraînement, le suivi, de gérer à côté ma société aussi AW Trainer de compléments alimentaires, de nutrition. Accessoirement, j'ai 3 enfants à la maison, une femme, je m'entraîne, donc je passe très peu de temps sur les réseaux sociaux, hormis les miens, où je vais répondre aux messages privés, aux commentaires en plus du reste. Ensuite, je ne consulte quasiment pas de contenu, donc je ne suis pas les influenceurs ou les coachs. Si je suis des gens, c'est des gens qui peuvent m'apprendre dans les divers domaines, ou bien je vais me divertir sur d'autres choses, mais ça reste très rare pour moi d'aller sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle souvent, effectivement, je ne connais pas les influenceurs coachs en question, même si pour vous, ça vous paraît évident, eh bien, pardonnez-moi, mais par exemple, Amandine Léger, aussi connue puisse-t-elle être dans le milieu, il ne s'agit pas de Jennifer Lopez, d'Angelina Jolie ou de Taylor Swift. Remettez les choses dans le contexte. Donc effectivement, je ne la connaissais pas, ni de nom, ni d'autre chose. 216 000 abonnés sur YouTube. Maintenant, c'est devenu quelque chose, entre guillemets, d'assez banal. Dans le sens où il y a énormément d'influenceurs, de coachs qui ont ce nombre d'abonnés dans divers domaines. Donc vous devez juste resituer ça. Mon but, donc, ce n'est jamais de faire une enquête journalistique. On s'en fiche un petit peu de qui est vraiment Amandine Léger dans la vie, ses passions, qu'est-ce qu'elle a fait avant, ses antécédents, etc. Parce qu'on ne va pas analyser la personne en elle-même. On ne va pas aller la critiquer sur des choses qu'on ne sait pas. On va juste, comme d'habitude, je vais regarder la vidéo en temps réel, c'est-à-dire que je la regarde jamais avant, je joue le jeu avec vous de réagir en direct. Pour la toute première fois, je vais regarder la vidéo, voir ce qu'elle montre, écouter ce qu'elle dit et je vais donner mon avis, tout simplement. Et du coup, je n'ai pas d'a priori parce que j'ai justement pas fait d'enquête avant, jamais entendu parler d'elle ou autre. Donc, en fait, j'ai pas d'a priori ni positif, mais ni négatif sur aucun point. Je suis 100% transparent avec vous et en fonction de mes connaissances, j'essaye de vous apporter un maximum. Et d'ailleurs, souvent, 99% de ceux dont j'ai analysé les diètes sur les précédentes vidéos, ils réagissent et c'est positif parce qu'ils comprennent ça et je trouve ça cool. Donc, c'est dommage que bien souvent, ce soit des gens lambda qui n'ont rien à voir et n'ont pas compris le concept, qui viennent critiquer ça. Mais voilà, je tenais juste à faire ce disclaimer et cette précision. Dernière chose, comme d'habitude, s'il vous plaît, soyez respectueux quoi qu'il arrive envers Amandine. Il ne s'agit pas de juger le physique, ni qui elle est, ni ce qu'elle est, ni ce qu'elle dit, ni ses préférences, etc. Mais juste le contenu de la vidéo sur la nutrition. Merci à tous, on y va, let's go. Donc, on va analyser la dernière vidéo que j'ai trouvée, du moins où elle fait sa diète. Elle montre une journée type dans son assiette. Elle date d'il y a 6 mois et elle s'appelle « Se régaler en mangeant sain et végé, une journée dans mon assiette ». Alors, végé, ça peut être végétarien, vegan. On va le voir, de toute façon, peu importe. On y va. Top. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas passé de journée ensemble. Donc je vous embarque avec moi pour une nouvelle journée dans mon assiette avec bien sûr de bonnes recettes. Petite noix du Brésil, très importante pour le fonctionnement thyroïdien et pour les défenses antioxydantes. T'en veux une? La thyroïde, les mecs en ont une aussi d'ailleurs. Alors, toute première chose, donc là, on voit qu'elle promène son chien, etc. Et elle commence par consommer des noix du Brésil. Elle explique que les noix du Brésil vont avoir un impact positif sur la thyroïde. Alors, elle fait une blague en disant pour les hommes comme pour les femmes. Bien sûr, les hommes et les femmes ont une thyroïde. Bon, là, on n'apprend rien. Pourquoi est-ce que les noix du Brésil peuvent avoir un impact sur la thyroïde? C'est de par l'apport en sélénium, qui est un minéral qui va être important. Après, je ne vous cache pas que, en vérité, c'est minime. Et il faut toujours garder à l'esprit que lorsque vous vous dites que tel ou tel aliment est bon pour cette fonction-là, ça n'a rien de magique. Et si vous avez des problèmes de thyroïde, des prises de sang qui ne vont pas être bonnes, ce n'est pas le simple fait de manger des noix du Brésil qui va améliorer. Alors attention, c'est pas ce qu'elle dit. Je dis juste de faire attention à ce discours de super aliment. Parce que souvent, on entend beaucoup ça avec les baies de goji, la spiruline, et on attribue à un aliment bien plus de vertus qu'il en a. Alors bien sûr que les noix du Brésil sont une source
sources de lipides et de minéraux intéressants, elle a raison, et c'est un oléagineux que je recommande de consommer, même si il faut avoir le budget tout de même, ça dépend de la quantité qu'on va consommer. Maintenant, retenez juste que aucun aliment n'est jamais indispensable et que il n'y a aucun aliment qui a la formule magique pour régler un souci de santé en particulier, qu'il y a toujours diverses causes à ça, par exemple un problème de thyroïde, et qu'il faut prendre les choses dans son ensemble. Voilà. Donc c'était juste une petite parenthèse, même si encore une fois, elle n'a absolument pas dit ça. Ça me permet juste de vous glisser quelques connaissances. J'ai très très faim et merveille du meal prep, j'ai un bon petit déjeuner qui m'attend. Hop là. Un porridge au four façon carotte cake avec des épices d'automne, ça c'est parfait pour le meal prep. Alors là, on voit qu'elle est allée s'entraîner à jeun, donc je ne parle pas d'entraînement, juste je sais que c'est très courant, beaucoup de gens se sentent mieux, etc. à jeun. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, moi personnellement je ne suis pas pour. Alors non pas qu'en termes de perte de gras, en fait, si vous voulez, il n'y a pas de différence fondamentale entre s'entraîner à jeun ou ne pas s'entraîner à jeun. En termes de performance, d'optimisation du système hormonal et en termes de récupération, d'impact et de progression long terme, en vérité, c'est beaucoup moins bénéfique d'aller s'entraîner à jeun en musculation que d'aller s'entraîner en ayant suffisamment de glucides et de protéines. Voilà. Donc, c'est jamais quelque chose que je recommande. Encore une fois, comme j'explique toujours, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas progresser. Ce serait faux de vous dire ça totalement. Il faut être nuancé. Mais pour optimiser la progression, mieux vaut un apport. Donc là, par exemple, ce qu'elle aurait pu faire, en tout cas moi, ce que je recommande, c'est d'avoir, par exemple, au moins pendant la séance, un apport dans un checker. Peut-être qu'elle l'a fait, en tout cas, on l'a pas vu, de glucides et, par exemple, des EA et de la maltodextrine, des EA ou du Waximase, on en a déjà parlé. Ces fameux glucides à poids moléculaire élevé, à index glycémique haut, qui ne demandent pas de digestion, qui vont tout de suite être utilisés en énergie, ou d'avoir pris une collation avant, par exemple de la whey, une banane, ça peut suffire, pour ne pas aller s'entraîner à jeun, justement. Voilà. Meal prep et c'est super simple à faire. Il y a juste besoin, là en l'occurrence, de râper des carottes et ensuite de mélanger 180 g de flocons d'avoine avec 50 g de protéines végétales, 30 g de graines de chia, 30 g de poudre d'amande complète, une cuillère à café d'épices pumpkin, une cuillère à café de cannelle, une pincée de sel et ensuite on rajoute 100 g de compote de pommes, 500 ml de lait d'amande sans sucre et les 2 carottes râpées. On mélange. On laisse reposer le temps que le four préchauffe et on enfourne pendant 20 minutes à 180 degrés. Et voilà ce petit porridge. Ok, donc là, premier repas de la journée, du coup, son petit déjeuner après séance. On voit qu'elle est végane, très certainement. Elle a fait une recette, donc Amandine, tu m'as donné du fil à retordre, j'ai été prendre un post-it, un stylo pour noter tout ce qu'il y a dedans, sinon je me serais jamais retenu. Donc dans la recette, d'ailleurs c'est une recette très sympa, hein, je vous invite à aller voir si vous êtes végane. Elle a mis carottes râpées, flocons d'avoine, protéines végétales en poudre ou farine de cacahuète, graines de chia, poudre d'amande, épices, cannelle, sel, compote, lait, amande. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'apport en macronutriments? On a de tout ici, notamment lorsque l'on va être vegan. On a bien sûr les glucides, on a pour le coup on a fruits, on a légumes, on a des sources de lipides bien sûr, on a des sources de protéines et en plus des sources de protéines variées, ce qui est intéressant, important lorsque l'on est vegan, d'autant plus que la majorité des protéines en poudre, alors là c'est celle de son sponsor, je ne connais pas la composition, mais la majorité des protéines en poudre vegan sont bien composés constitués, utilisent différentes sources justement de protéines, c'est-à-dire ça peut être de la protéine de pois mélangée avec de la protéine de soja, de riz brun, etc. Pour compléter la matrice d'aminogrammes et du coup être plus efficace, même si je le rappelle encore une fois, toutes les protéines comptent et tout se complète bien sur la journée du moment où on varie ses sources. Donc là par exemple c'est un très bon repas, donc j'ai rien à dire de négatif, la recette est sans doute très bonne, ça après les goûts et les couleurs sur la nutrition c'est propre à chacun, sur les
les goûts alimentaires, je veux dire. Donc c'est très bien. Je vais juste faire une petite parenthèse sur la farine de cacahuète et les graines de chia. Déjà, les graines de chia sont énormément surestimées parce que l'apport en oméga 3 à l'intérieur n'est pas très intéressant par rapport, par exemple, à des graines de lin. Parce qu'ensuite, l'assimilation de ces graines en question est toujours difficile et qu'on en retrouve la majorité en vérité dans les sels souvent. Donc pour le prix, en tout cas quand vous les payez cher, pas très intéressant. Il y a toujours cette notion d'antinutriments qui, quand on est omnivore, qu'on consomme pas beaucoup de légumineuses, de graines, est pas intéressant, mais quand on en consomme énormément, il faut faire attention. Après, si on utilise des techniques de pré-trempage, de cuisson importante ou autres qui peuvent enlever des antinutriments, c'est moins un problème, donc il faut pas être alarmiste non plus. Quoi qu'il en soit, voilà, les graines de chia, c'est pas un super aliment, qu'on soit clair, et c'est pas une source d'oméga 3 magnifique, qu'on soit clair, d'autant plus que je le répète à nouveau, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente sur l'analyse de diète de Sissimua, pardon, celle d'encore avant, il y a plusieurs types d'oméga 3, ALA, PA, DHA, et les ALA sont d'origine végétale, donc là, dans les graines de chia, vous avez les ALA, qui vont ensuite se convertir, mais la conversion, en vérité, le potentiel de conversion est faible souvent, et attribué majoritairement à des facteurs génétiques d'un individu à l'autre. On est moins capable de le faire, donc voilà, c'est difficile quand on mise en plus sur des sources qu'on en peut. Donc la seule chose ici, ce serait ce choix des graines de chia, mais après pour le côté recette, nutritionnel, je sais que ça gonfle bien, etc. Cette chose, je veux juste pas que vous pensiez que c'est un top aliment, un super aliment. Tout ce qui est farine de cacahuètes, etc., les farines comme ça, attention, c'est pas des apports nutritionnels qui sont très intéressants pour le coup. Voilà, c'est les deux seules choses, sinon la recette très bien. Le lait d'amande, on en a parlé maintes fois, c'est majoritairement de l'eau, hein, vous payez très cher de l'eau, après pour le goût, pourquoi pas. Mais voilà, il n'y a rien à dire de négatif à ce niveau-là. Donc là, on passe au deuxième repas de la journée, le déjeuner. Pour ce midi, ça va être petite salade automnale. Alors, comme la plupart des gens, moi, j'ai pas le temps de passer des heures en cuisine, donc je la fais en mode meal prep friendly, comme ça j'en ai pour les repas suivants, le déjeuner demain et d'après-demain. Et donc pour cette salade, je suis partie sur une base de kale frais que j'ai coupé en petites lamelles, dont j'ai enlevé la tige centrale et que j'ai massé avec du sel, du jus de citron et de l'huile d'olive. Donc j'ai massé pendant quelques minutes pour que les feuilles deviennent bien tendres. Et elle masse du chou avec du citron, du sel et de l'huile d'olive. Ah, moi, ma femme, elle fait pas ça, hein. Même moi, elle me masse pas. Et les gars, dans les commentaires, est-ce que vous, votre femme, elle masse des choux? Est-ce qu'elle vous masse? Hein? Ça améliore la digestibilité du kale. Et je vais rajouter mes petites lentilles râtées de ce matin, mais qui iront très très bien pour la salade. Donc là, c'est des lentilles beluga que j'ai fait tremper toute la nuit et que j'ai fait cuire avec un peu de cumin et de bicarbonate, encore une fois. Alors, très intéressant parce que, premièrement, donc, elle prépare son chou kale. En dehors de toute blague, elle explique que c'est pour améliorer la digestibilité. Là, pour le coup, je ne sais pas vous dire s'il y a une véracité là-dessus. Certains veulent nous donner des sources, des arguments. Je ne saurais pas vous dire si le fait de masser comme ça améliore la digestibilité. Après tout, pourquoi pas. Peu importe. Il y a donc, là, on a du chou, des légumes, très bien. On a de l'huile d'olive, on a du citron, aucun problème. Le citron n'est pas magique et ne fait pas fondre la graisse. Et on a ensuite des lentilles très intéressantes au début de la vidéo. Vous ne l'avez pas vu du coup. Elle a montré qu'elle a une casserole de lentilles sur le feu qui a débordé. Elle les a fait pré-tremper. Ce que j'expliquais tout à l'heure, lorsqu'on est vegan, surtout végétarien, on va consommer beaucoup de légumineuses, d'oléagineux pour avoir nos apports en protéines par exemple. Et donc potentiellement beaucoup d'antinutriments. Le fait de faire pré-tremper comme ça permet d'enlever une majeure partie des antinutriments. Donc c'est très intéressant pour l'aspect digestion, mais aussi pour l'aspect santé. Donc sur ça, on voit qu'elle maîtrise son sujet et que ce qui est intéressant, comparé à beaucoup de gens qu'on voit parfois avoir la démarche d'être vegan, elle le fait correctement. Donc c'est un bon exemple pour l'instant, pour ceux qui sont vegan, je trouve que c'est bien construit. Voilà. Donc on continue. Ça permet de rendre les légumineuses beaucoup plus digestes. Oh bah écoutez, je vais tout mettre. Ensuite, j'ai fait rôtir, bien entendu, du potimarron, mais aussi de la patate douce et de la betterave que j'ai coupée en petits morceaux. Donc là, elle ajoute potimarron, patate douce et betterave qu'elle fait rôtir avec de l'huile au four. Je vous renvoie aux vidéos précédentes. Là, j'aurais utilisé de l'huile de coco. Vous savez pourquoi si vous me suivez. Il y a eu quelques personnes dans les commentaires qui ont essayé de venir me chercher. Non, mais c'est l'huile d'olive qui résiste mieux à la chaleur que l'huile de coco. Bon, il n'y a pas de débat à avoir, c'est perdu. L'huile de coco résiste mieux à la chaleur que l'huile d'olive. L'huile d'olive, surtout quand elle est de qualité. Le gros problème, c'est que si vous achetez une huile d'olive, effectivement,
qui ne va pas être qualitative et ne pas avoir les apports que vous recherchez en termes d'oméga de profil lipidique, effectivement résistera mieux à la chaleur, mais c'est plus une huile d'olive à proprement parler que l'on va rechercher, extrait à froid, de première pression, une huile d'olive vierge qui elle va être plus sensible à la chaleur de par son profil lipidique et se dégrader. Donc en fait, ça ne sert à rien d'aller utiliser une huile d'olive lorsque comme ça, acheter de l'huile de coco pour cuire et utiliser une huile d'olive de qualité pour les cuissons à basse température ou pour les salades ou à mettre après cuisson tout simplement. Sinon, l'huile de coco reste selon moi la meilleure. C'est un acide gras saturé qui va très bien résister au contact de la chaleur et de l'oxygène, je le répète. Ça donne un goût en plus intéressant, mais vous en avez aussi des désodorisés. Vous en avez en spray sur awtrainer.com d'ailleurs, tout comme l'huile d'olive. Et les acides gras saturés, lorsqu'ils représentent une petite partie de vos apports aux lipides, sont intéressants. Bien sûr, ça ne doit pas représenter la majeure partie de vos apports, mais là, on parle juste d'utiliser pour cuire, donc potentiellement un peu le midi et le soir. Ça va chercher 5 grammes à chaque fois, 5 grammes, 10 grammes, ça représente 10 grammes de lipides. Bon, en général, c'est 10%, 20% maximum. Non, ça ne devrait même pas être 20%, 10% maximum de vos apports en lipides. Donc, ça reste très correct, mais voilà, c'est à jauger, bien sûr, par rapport à votre total. J'ai tout fait rôtir sur la même plaque pour gagner du temps et j'ai assaisonné avec du paprika fumé, de l'ail en poudre, du sel, du poivre et un peu d'épices chili. Très intéressant, elle utilise depuis le début, en tout cas sur ces deux recettes, beaucoup d'épices, d'aromates. Et on me pose souvent la question, notamment quand les gens démarrent un programme, un coaching avec moi, même si toutes les infos dedans, les gens ne regardent pas tout forcément, ils se disent est-ce que j'ai le droit, les épices, les aromates? Mais bien sûr que vous avez le droit. Si un coach, un nutritionniste, un diététicien vous les interdit, envoyez-le moi tout de suite envoyez-le moi. Parce que ce n'est absolument pas normal, dans le sens où chaque épice, chaque aromate va apporter des bénéfices, en tout cas du goût, de la variété. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant. Il faut vraiment en consommer pour le coup parce que, disons que c'est un vrai plus pour vous aider à varier, à manger bon, à manger sain, à ne pas vous lasser et qu'il y a beaucoup d'épices et d'aromates dans lesquels il va y avoir des bienfaits pour la santé. On peut parler du safran, on peut parler de la cannelle, on peut parler de l'ail, on peut parler de l'oignon, voilà, on peut parler de plein de choses de ce style. Là, il y a l'équivalent d'un nid potimarron, d'une belle patate douce, d'ailleurs je vais peut-être pas tout mettre, et d'une belle betterave. Bon. La betterave, avant je détestais ça, maintenant j'adore ça. Surtout dans le houmous d'ailleurs. Là-dessus, je rajoute des noix de Grenoble pour les bons acides gras et pour le croquant. Et des graines de courge. Donc là, on est sur des ingrédients qui sont à la fois bons, mais aussi bons pour l'équilibre nerveux. Et ça, c'est plutôt pas mal quand on a une petite déprime saisonnière à l'automne, et aussi pour le système immunitaire. Alors là, intéressant, une fois qu'elle a mélangé tout ça, donc je le rappelle, chou kale, lentilles qu'elle a fait pré-tremper, patates douces, potimarron, betterave, avec de l'huile d'olive, du jus de citron, les épices, les aromates, très bien, il n'y a rien à dire. Elle rajoute des noix de Grenoble, super oléagineux pour les apports en oméga 3, un des number one. Donc si vous aimez, allez-y, même si vous n'aimez pas d'ailleurs, consommez-en. Et ensuite, elle rajoute des graines de courge. Graines de courge, un petit peu même combat que les graines de chia. Pour moi, trop surestimé, surévalué. Les graines de lin étant les meilleures graines. Je les mettrai en numéro 1, mais je les mets toujours en dessous des oléagineux, par exemple. Après, consommez-en si vous aimez. Pour le prix, les bénéfices et l'assimilation, encore une fois, je ne trouve pas que ce soit des apports top. Donc, je recommande, moi, personnellement, à moins de vraiment aimer, de ne pas en consommer. Après, ça fait rien de mal d'en consommer, mais pour moi, c'est une dépense, un ajout de calories, etc. inutile. Pour les bienfaits sur le système nerveux, là pour le coup, ce dont elle parle, des pressions saisonnières et tout ça, de lutter contre avec les graines de courge, pour moi, aucun impact, hormis placebo et mental, étant donné le ratio que vous allez consommer, des apports en minéraux réels dedans, que vous allez assimiler, digérer, etc. Surtout sur des graines, surtout saupoudrées comme ça dessus, pas pré-trempé, pas mixé, pas cuit. La majorité va se retrouver dans les selles et voilà, donc il faut bien retenir ça et il y a aussi le facteur antinutriment dans ces graines-là. Ça en fait une équation très très compliquée pour avoir quelconque bénéfice sur le stress. Je prendrais du magnésium à la place qui sera 1000 fois plus efficace, surtout si vous prenez celui sur AWTrainer. Attends, coupe, je reviens. Attends. Voilà, vous le savez, je suis un grand fan de casquettes et j'avais à cœur de vous montrer ma nouvelle casquette qui vient de ma femme, qui est toujours très créative avec ses clips. Donc si vous voulez avoir du style, comme moi d'ailleurs, allez sur lalochedesuson.com. C'est le site de ma femme qui revend
revends déjà ces merveilleux clips dans plus de 100 boutiques en France, ça cartonne. Donc si vous voulez faire partie du flow, allez-y. Mais si tu portes ces clips et que t'as pas le corps qui va avec, ça fonctionne pas. Il faut avoir l'ensemble. Donc il faut aussi aller sur www.antowest.com parce que je propose, je vous le rappelle toujours, du coaching personnalisé, des programmes personnalisés et l'ebook Fast Gains aussi, 12 semaines de programme d'entraînement de diète qui est toujours en promotion à 49,90 seulement. Donc foncez. Les filles, je sais que vous me réclamez aussi un programme comme Fast Gains. Sachez qu'il arrive très prochainement. Je l'annoncerai dans une vidéo. Alors là-dedans, on a une sauce, alors déjà riche en protéines puisqu'elle est à la base de tofu ferme et très très bonne. Elle est verte parce que j'ai mis de l'aneth. Alors très exactement, on a 150 g de tofu ferme, une belle poignée d'aneth, une cuillère à soupe de levure maltée, le jus d'un citron et demi et aussi quelques zestes, une gousse d'ail pressée, une bonne pincée de sel, du poivre et environ 3 cuillères à soupe d'eau et ça donne une sauce onctueuse. Pour finir le repas, elle rajoute un mélange d'une sauce avec du tofu, de l'aneth, de l'ail et quelques autres éléments. Je reviens juste sur le tofu. Il est vrai que je n'ai pas précisé dans la vidéo sur Sissimua, je l'ai eu dans les commentaires. Le tofu contient effectivement des protéines et des lipides. Cependant, dans la vidéo de Sissimua, j'expliquais qu'il n'y avait pas de bonne source de lipides. Le tofu contient majoritairement des lipides issus du soja, des oméga 6. C'est pas un apport en lipides intéressant. Donc dans le cadre de la vidéo de Sissimua où c'était son seul apport en lipides, c'était pas bon. Là, c'est différent puisqu'elle fait très attention à ses apports en lipides, à les varier, etc. Il y a des sources de protéines variées, donc dans le cadre de ce repas, c'est totalement différent, et même de cette diète pour l'instant. Les apports en lipides sont bons, les apports en glucides sont bons, les apports en protéines sont bons. Il n'y a rien à dire de négatif en termes de choix, parce que quand on est vegan aussi, on est beaucoup plus limité, c'est logique, que lorsque l'on est omnivore pour ses choix en termes de sources de protéines. Alors ce soir, on va complètement partir en impro, mais je sais que ça va être très bon. On a des spaghettis quinoa ail persil, l'un de mes préférés. J'ai 2 poireaux, des haricots blancs type butter beans, sont bien fondants, du thym, j'en ai pas utilisé ce midi, il fallait bien que j'en utilise ce soir, des petites feuilles de kale qu'il est temps d'utiliser et un petit peu d'ail. Ça devrait faire un plat de pâtes très très bon. Je rajoute aussi mes haricots. Et là, pour le jus de cuisson, je vais rajouter un peu de tamari réduit en sel, du jus de citron. Les mesures, c'est vraiment pifomètre. Et des petites épices chili flakes. Enfin, ça donne un super bon goût. Légèrement fumé. Bon, c'est un peu piquant, hein, par contre. Je vais rajouter mon kale. L'ingrédient magique du thym. Alors c'est le fond de pot, il n'est pas très liquide. J'espère que je vais bien réussir à le mélanger. Et la touche finale, les spaghettis. Oh, ils sont tout collés. Ils ont cuit beaucoup plus vite que le reste. Voilà ce qui se passe quand je prépare pas mes recettes. C'est vraiment... Donc là, on passe au dîner. Donc pour son dîner, elle utilise des spaghettis au quinoa. Là, c'est les verts qui sont à l'ail, il me semble. Vous en avez des rouges qui sont à la tomate. On les retrouve dans les magasins bio, maintenant aussi dans pas mal de grandes surfaces. C'est intéressant, ces pâtes aux lentilles corail, ces pâtes au quinoa, parce que l'apport en protéines dedans est supérieur qu'aux pâtes de blé classiques. Donc quand vous êtes vegan notamment, c'est intéressant, mais même omnivore pour augmenter vos apports en protéines sans consommer par exemple trop de viande ou de poisson ou d'œufs si vous n'avez pas envie. Donc c'est pas mal. Ensuite, elle utilise des poireaux, du chou kale, elle fait une recette avec encore une fois de l'ail, etc. Ce qui est très intéressant dans cette diète, elle cuisine énormément avec des produits sains, des produits frais, non transformés. Il y a une variété d'aliments très intéressante, notamment de légumes. On pourrait noter l'absence de fruits, il n'y a que de la compote. On pourrait se demander pourquoi, parce que c'est très intéressant, selon moi, de consommer moins de céréales, mais plus de fruits. Cependant, étant vegan, il faut aussi que les apports en protéines soient là, et la limite des fruits, elle est là. C'est que comparé effectivement aux pâtes au quinoa, à l'avoine, vous allez quasiment pas avoir de protéines, donc ça peut être compliqué pour compléter son apport quand on est vegan, et ça demande de faire des choix, mais voilà, je note juste ça parce que les fruits pour moi sont fondamentaux dans une diète, dans un équilibre alimentaire pour les apports en vitamines, en minéraux, que je le rappelle, même avec la meilleure supplémentation du monde, vous ne pourrez pas combler. Bon, c'était super bon, mais là,
j'ai envie d'un petit dessert, donc je vais me faire un petit yaourt avec quelques gouttes de liquide flav vanille et des petites amandes et du chocolat noir. Dernière collation de la journée, donc là elle prend du skyr végétal à base de soja, yaourt de soja, avec des amandes et du chocolat noir. Ça boucle la boucle, c'est-à-dire que dans cette diète, c'est intéressant. Honnêtement, c'est une très bonne diète. Je trouve ça très bien, les choix des aliments sont variés, il n'y a rien de farfelu, tout ce qui est expliqué est bien expliqué, donc je dis juste bravo, parce que quand on est vegan, c'est vraiment pas évident. On voit beaucoup sur internet de très mauvais exemples, je trouve, de diète vegan, qui vont encourager des comportements alimentaires entre guillemets déviants ou du moins insuffisants qui vont nourrir les carences, les risques sur la santé, etc. Là, c'est pas du tout le cas. C'est très intelligemment fait. Donc, je sais pas ce qu'elle fait précisément dans la vie. J'ai dit influenceuse coach, mais peu importe. En tout cas, on voit qu'elle maîtrise son sujet sur la diète végane, que sa diète a été bien pensée. On n'a pas de précision sur l'objectif ou autre, mais quoi qu'il en soit, en termes d'apport en calories, en glucides, en protéines, lipides, pour quelqu'un de son gabarit, ça me semble tout à fait correct. Donc, j'ai vraiment rien à dire de négatif, j'ai apporté des précisions, j'ai expliqué que voilà, il fallait faire attention à certaines choses, mais en soi, si vous le voyez, c'est une bonne diète. Je mets une très bonne note sur cette diète. Vous savez que quand c'est pas bien, je le dis, mais quand c'est bien, je le dis aussi. Donc là, Amandine, je dis juste bravo, tu maîtrises ton sujet et je n'ai rien à apporter de plus sur ça. Voilà pour cette analyse de diète, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos de noms ou de vidéos tout simplement en mettant le lien que vous voulez que j'analyse. On se retrouve dimanche prochain à 18 h. A plus, bye bye.